Bonjour Dominique. Bonjour Thibaut. On se retrouve une nouvelle fois au musée de l'Armée, dans l'Arsenal ici, avec des nouvelles armes et des nouveaux objets à découvrir. L'exposition Guerre de religion, la haine des clans, vient de s'ouvrir là au musée de l'Armée depuis le 5 avril. Et on y parle de cette période un peu méconnue qu'est le XVIe siècle. Et tu m'as sorti une petite sélection d'objets à nouveau pour évoquer un peu cette période. On a quelques petites pièces sympathiques. Eh ben, je te propose de commencer par celle qui est directement liée aux guerres de religion, à savoir cette magnifique bourguignotte. Et tu vas pouvoir peut-être nous expliquer pourquoi on appelle ça une bourguignotte. Alors, ça s'appelle une bourguignotte parce que les premiers exemplaires de ce type de coiffure sont originaires de la Bourgogne. Et elles se répandent à la fin du XVe siècle au moment des guerres de Bourgogne, justement. Et c'est une coiffure plutôt de fantassin, à la base. Et c'est le moment où l'infanterie, avec la réapparition de la pique sur les champs de bataille, donc l'infanterie va prendre le pas sur la cavalerie sur le champ de bataille et devenir un peu la reine des batailles. Et par conséquent, ce type de coiffure va se répandre dans les infanteries européennes, notamment chez les lansquenets par exemple, ou chez tous les mercenaires qui sillonnent les champs de bataille européens de l'époque. Et ce type-là est tout à fait particulier, puisqu'on voit qu'il est bicolore, où on alterne les bandes noires et les bandes où le métal est nu. Ça, c'est un procédé de fabrication qui apparaît vers 1540, parce que la taille des armées augmente, donc les entretenir, les équiper, ça demande beaucoup plus d'argent. Et polir des armures, c'est très cher. Et donc, à l'échelle de ces nouvelles armées, c'est pratiquement insurmontable. Donc, à partir de 1540, donc, on commence à fabriquer des armures où le polissage n'est pas fait. Donc, elles sont laissées assez brutes de forge. Et on les noircit pour camoufler donc, tous ces défauts de forge. Et on leur reste des bandes polies pour la décoration. Mais ce sont des armures qui sont par conséquent plus simples et moins chères à fabriquer. Et alors que c'est fait un petit peu pour faire des économies, ça va devenir complètement emblématique des armures de cette période. C'est totalement emblématique, ça va devenir un peu l'uniforme des lansquenets, par exemple, des troupes allemandes, puisque les reiters saxons ont des armures de ce type. Et c'est aussi un type d'armure qui provoque un peu l'effroi dans les populations, parce que ces lansquenets, ces mercenaires allemands ne sont fidèles finalement qu'à leur chef. Et le jour où la paye, où le prince qui les emploie vient à manquer de les payer, et ils sont obligés de vivre. Ils se payent eux-mêmes. Et ils se payent eux-mêmes sur la bête, c'est-à-dire sur la population qui les entoure. Quand le roi de France va se battre en Italie, que les mercenaires se payent sur la population italienne. Grand bien leur face. Quand ça se passe en France, pendant la guerre de religion, là, les choses sont plus compliquées, et d'autant plus compliquées que ces lansquenets sont allemands, le plus souvent ils sont protestants. Dans le contexte d'une guerre de religion qui peut être une guerre beaucoup plus sauvage, beaucoup plus dure que les guerres conventionnelles, disons, ça amène à un nombre d'exactions, et du coup ces armures noires et blanches deviennent un peu l'emblème du malheur. On les appelle les diables noirs. Les reiters saxons sont les diables noirs à cause de ces armures, mais aussi parce que on dit aussi que le revêtement noir de ces armures est assez mal fait. Et du coup, ils sont couverts de ces pigments. Ils ont les mains, le visage noirci aussi. D'accord. Oh, ça devait être très bonne ambiance. On commence pour quelque chose de très bonne ambiance. Oui, effectivement. Ouais, Vous avez fait une exposition là-dessus, du coup. Il fallait. La partie guerre est un peu à découvrir dans l'expo. Quant à nous, on va se pencher un peu sur des choses peut-être un peu plus civiles. Un peu plus. Est-ce qu'on peut dire un peu plus civilisé ? Je ne sais pas. Mais c'est une très bonne transition, je trouve, pour le coup. Qu'est-ce que c'est ? Parce que ça n'a pas de sens par rapport à l'époque et au type de... C'est une épée de cavalerie de la fin du XVIe siècle. D'accord. Elle appartient à une typologie un peu hybride. Puisqu'on a une lame à simple tranchant, une garde avec des branches secondaires très compliquées,
et une poignée avec un décrochement qui rappelle un peu les poignées des épées à une main et demie. Oui, parce qu'elle est énorme. On dit souvent que sur les reproductions modernes, les poignées sont trop grandes. Et là, j'ai un peu l'impression d'en avoir une équilibrée. L'équilibre est infâme. Elle est tout complètement sur l'avant. Oui, mais c'est une épée de cavalerie. Ouais, ça fait sens. Oui. Alors, on pense souvent, quand on pense à l'épée de la fin du XVIe siècle, on a déjà en tête le prototype de la rapière. Et par la garde, elle s'en rapproche, mais à la guerre, notamment les cavaliers n'utilisent pas la rapière. La lame cassée, ça n'a aucun intérêt. Donc on a des lames très larges, assez longues pour avoir un peu d'allonge. Du coup, on est obligé d'avoir une poignée qui est assez longue aussi pour compenser un peu le poids de la lame. Et donc, il faut cette lame de barbare pour fendre en deux son ennemi. Ouais, c'est festif d'ailleurs. On parle d'épée. Il y a une épée ici. Donc là, on est sur l'épée un peu civile classique du XVIe siècle, j'ai envie de te dire. Tout à fait, oui. Mais elle a une petite particularité, celle-ci. C'est qu'en fait, c'en est deux. Incroyable. L'épée qui se coule. Exactement. Et alors, est-ce que c'était fréquent, ce genre de choses ? Parce que c'est pratique, là, effectivement, elles sont vraiment... ce sont les mêmes en miroir. Donc on peut les mettre dans un même fourreau. Et surprise, en les sortant, en fait, c'est pas une épée, c'est deux. Est-ce que c'était fréquent ? Parce que je sais que c'est présent dans quelques traités, mais... C'est présent dans quelques traités. L'escrime à deux épées est présente dans quelques traités. C'est pas une escrime qui est pour autant la plus courante. C'est souvent pratiqué avec des épées, avec deux épées différentes. Ça fait plus partie de ces épées à système, de ces inventions, de ces innovations techniques qui sont plus pour montrer qu'on a les moyens de se payer une arme. Se la péter, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'on est... Ouais, je ne suis pas tout le monde, je n'ai pas l'arme de tout le monde. Parce que la prise en main, quand même, de ces demi-épées... Je ne suis pas escrimeur, mais... c'est pas parfait, mais connu bien pire. C'est pas si mal. Je sais pas. C'est peut-être l'objet qui me... L'objet est fascinant, c'est incroyable. On est d'accord. Puis elles sont extrêmement bien conservées, celles-ci. Très, très belles. C'est magnifique. Moi, j'aime bien, je sais. Mais moi, un rien me fascine, comme tu le sais à présent. Tu es un esthète, on le sait. Exactement, je suis un esthète. Salut. Alors, je me permets une petite pause. C'est pas du tout pour une sponsor, mais parce que j'ai besoin de votre aide. Actuellement, le système de financement de la chaîne, eh bien, il est assez précaire. Les sponsors, elles servent surtout à payer les tournages qui ont été produits et que vous allez bientôt découvrir, et aussi à payer les impôts. Et mon propre salaire à moi, il repose uniquement sur vos dons, que ce soit sur Twitch, mais surtout sur Utip. Le problème, c'est que Utip a fermé du jour au lendemain début avril, me coupant ainsi brutalement de 60% de mes revenus. Alors évidemment, pouvoir me payer un salaire à temps plein, même modeste, c'est ce qui me permet de vous offrir autant de contenu régulier sur des sujets variés, accessibles entièrement gratuitement. Donc pour remplacer Utip, j'ai ouvert un compte sur KissKissBankBank. C'est une plateforme stable, fiable, qui existe depuis plus de 10 ans et qui a l'avantage d'être française. Donc si vous voulez soutenir la chaîne et mon travail, je vous mets le lien dans la description. Vous avez la possibilité de faire des dons mensuels sans engagement à partir d'1€. Songez que si vous faisiez tous et tout ça, en termes de projet, je pourrais aller beaucoup plus loin que maintenant. Avec, je sais pas moi, des chars, des chevaux, des châteaux, des canons, des batailles, des dracars et... Ah non, ça je l'ai déjà fait. Bref, sur ce coup-là, j'ai vraiment besoin de vous, parce que perdre la moitié de mon salaire, déjà pas très élevé, bon, outre que c'est pas rigolo, c'est un peu compliqué pour faire tourner Histoire Appliquée correctement. Bien entendu, vous ne donnez que si vous pouvez, le contenu restera de toute manière gratuit, et tout ça c'est juste un appel bénévole, ne vous ruinez pas, il n'y a aucune obligation. Si vous n'avez pas les moyens mais que vous voulez quand même m'aider, n'oubliez jamais que les commentaires, les likes et les partages, c'est ce qui fait la santé des chaînes YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur les modes de financement de la chaîne et où va l'argent, j'ai tout expliqué en détail dans la dernière FAQ juste ici. Ou là, quelque part là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Cette année, il y aura beaucoup de nouveaux projets avec le musée de l'armée dont vous me direz des nouvelles, mais retour aux armes originales avec une épée un peu spéciale. On a quelque chose ici qui est très spécial, que je connais très bien sur les reproductions contemporaines, mais je découvre qu'il en existe aussi de l'époque. Eh oui, c'est une épée d'escrime pour l'épée à deux mains.
Et qui n'a absolument pas de tranchant. De Non, fait, c'est elle est juste une latte de fer. La forge est assez simple. Hein. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle est beaucoup plus lourde que les épées classiques. Oui, parce que dans cette escrime, il y a une dimension un peu gymnique. Il faut que ça soit un peu lourd. On n'a pas les mêmes contraintes que pour une épée de guerre. C'est une épée d'entraînement, donc on ne va pas forcément apporter le même soin à la forge de la lame. Ça se voit. Donc ça fait un objet qui est plus lourd, et c'est aussi un objet d'entraînement, donc il faut développer le corps. Et d'accord. avoir une arme un peu lourde dans ce contexte, ce n'est pas gênant. Il y a quand même un peu un souci de l'esthétisme. Il y a un souci de détail, oui, tout à fait. C'est très sympa. Et c'est vrai que nous, on s'en sert beaucoup en club d'escrime historique, mais c'est la première fois que j'en vois une d'origine. Celle-ci, elle est du tout début du XVIIe siècle, tu me disais? Oui, c'est du début du XVIIe siècle. C'est-à-dire que on l'oublie souvent, mais les maîtres d'armes enseignent très très longtemps des formes de combat qui sont maintenant complètement oubliées. D'après les statuts des maîtres d'armes de Paris de 1644, ils sont censés enseigner l'épée seule, l'épée avec la dague, la hallebarde et le bâton à deux bouts. D'accord. Et même encore au 19e, ils enseignent, les maîtres d'armes doivent enseigner le bâton. Et donc on a des maîtres d'armes qui enseignent aussi l'épée à deux mains, d'autant plus que l'épée à deux mains, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est pas qu'un objet militaire, utilisé dans le combat par les lance-quenets, mais on a des mentions textuelles qui prouvent qu'à Toulouse, au XVIe siècle, les combats à l'épée à deux mains étaient une pratique courante chez les étudiants en médecine. D'accord. Parce que pourquoi pas? Parce qu'on a besoin de s'affirmer, et que se battre avec une épée qui fait 2 mètres de long, ça en fait partie de l'affirmation. On vous aime beaucoup les Toulousains, hein, vraiment, on y a une petite pensée. Voilà. C'est amusant parce qu'elle est plus lourde qu'une version de guerre qu'on a juste ici. Je vais essayer de la sortir. Parce qu'effectivement, le fait que ce soit une version d'entraînement, tu disais que ça sert quand même à se muscler, on va dire, eh bien, ça rend cette lame beaucoup plus lourde et beaucoup moins équilibrée que celle-là. Beaucoup moins équilibrée, oui. Mais elle est déjà très épaisse. Ouais. En plus, il y a un empattement à la pointe qui ajoute pas à l'équilibre. Et la répartition des masses n'est pas du tout la même. J'allais dire qu'elle était infâme, mais chacun sa terminologie. Oui, j'essaie de garder un petit compte à moi. La fusée est plus courte. Oui, effectivement. La fusée est plus courte. Le talon de la lame est plus large, alors que là, il est juste occupé par ces espèces de padanes. Et donc, du coup, l'équilibre général est complètement changé. Ouais. Et ça date aussi d'une époque où l'usage de l'épée à deux mains sur le champ de bataille est quand même bien passé de mode. Donc on n'est plus sur une escrime théorique finalement. Et la notion d'équilibre n'a pas la même importance que pour ce type d'arme. Évidemment. Eh bien, écoute, on va rester dans le domaine de l'escrime avec ce bel objet. Juste ici, qui sert à accrocher des tableaux, puisqu'il y a un accrochage juste là. Le tableau, dans une cuisine, c'est des torchons, des ustensiles. C'est ce qu'on appelle une bocle. Donc un petit bouclier qui sert pour l'escrime. Donc on le tient à la main gauche et il est équipé donc de ces tiges et de ce crochet qui permettent, lorsqu'on se défend, d'engager la lame de l'ennemi et de la casser ou de le désarmer. D'accord. Et c'est un type d'escrime aussi qui est enseigné par les maîtres d'armes. On est sur de l'escrime civil. C'est de l'escrime totalement civil. D'accord. Non, sur le terrain, sur le champ de bataille, ça n'a pas de sens. Alors du coup, les gens se baladaient avec des bocles comme ça, ou est-ce que c'est vraiment pour l'exercice? C'est vraiment pour l'exercice, ou éventuellement pour des pas d'armes, peut-être pour du duel, parce qu'on se met d'accord sur le type d'armement qui est utilisé. Mais oui, c'est vraiment là aussi une escrime plus théorique. Ah, et c'est rembourré juste là. Oui. Ah. Petit confort, c'est important. Oui, toujours. Il faut toujours avoir un léger confort de la main. Alors, on a donc ce type d'escrime particulier avec ces bocles, mais il y en a d'autres qui sont moins connus.
et qu'on retrouve assez souvent aussi dans les traités d'armes. C'est l'escrime avec la cape. Donc, Oui. à la place d'un bouclier, on a une cape pour enrouler l'arme ou l'adversaire. Et au 18e, on a même des types d'escrime à la lampe. Pour aveugler l'adversaire. Pour aveugler l'adversaire. Une lampe sourde. Est-ce que ça fonctionne? Je préférais une main gauche. D'accord. Par sécurité, on ne sait jamais. Comme d'habitude, je garde mon préféré pour la fin. Il est juste là. Mais avant, tu nous as sorti quelque chose qui visiblement sert aux tartes le dimanche. Oui, c'est pour la tarte dominicale italienne. Tout à fait. C'est très léger. C'est très léger. Là aussi, c'est une arme italienne, donc qu'on appelle une cinquedea. Cinquedea, 5 doigts. Donc c'est grosso modo la largeur de la lame à la base. C'est une arme plutôt d'apparat, plutôt civil, qui peut servir aussi pour le combat, comme tous les coutelas qu'on utilise à la fin du XVe siècle. Mais c'est une arme généralement assez raffinée. Celle-ci a un peu souffert, mais on voit quand même que le décor est assez soigné, et qui est utilisé dans le costume civil. Avant que l'épée s'allège et qu'elle fasse partie du costume civil des élites des sociétés européennes, on se contente d'un poignard, d'une dague, et en Italie, on porte la cinquedea. C'est très italien, il y a un côté sobre. On a pris un petit poignard parce qu'on n'a pas voulu en faire trop. C'est l'Italie finalement. C'est ça, oui. Ça devait quand même pas être très rigolo, les règlements de compte à la cinquedea. Il devait y avoir un côté un peu... Sortir ça, déjà, c'est déjà... C'est un peu une pertuisane sans la rampe. C'est vrai que finalement, si on le rapproche de la pertuisane qui est juste ici, qu'on a montré sur une précédente vidéo, c'est la même chose. Voilà, exactement. Et il y a un gars un jour qui s'est dit, si on monte une cinquedea sur une hampe, ça va faire une super arme. Tu vas faire peur aux gens qui passent de l'autre côté. Bonjour, monsieur. Bonjour. Eh bien écoute, on va terminer par vraiment une quatrième. Je vais être obligé de baisser ma manche pour pouvoir l'utiliser, puisque c'est une poêle, grill, ça fait tout. Oui, c'est assez multifonction, oui. Ouais. Et alors c'est marrant, parce que quand je mets mon bras ici, ça fonctionne vachement bien. Ouais. C'est un objet qui est assez sensiblement proche de la boque. Ah oui. Sauf que celui-ci protège tout le bras. Oui. Donc ça fonctionne de la même manière. Ça permet, pardon, je me suis trompé. Ça permet d'engager, de se protéger d'une part, mais aussi d'engager la lame de l'ennemi et donc de le désarmer. Est-ce qu'on a une capacité de percussion avec ce genre d'objet ou pas du tout? C'est pas dans le sens où vous donnez des... Honnêtement, je ne pense pas. D'accord. Parce que quand on voit, on a la manique ici, mais aussi on est attaché par cette sangle. Mm-hmm. Je pense que ça doit être assez désagréable et peu pratique de frapper. D'autre part, on est quand même à une époque où l'escrime est assez codifié. Les bottes, contrairement à ce qu'on pense, les bottes secrètes ne sont pas forcément... c'est plus une légende qu'autre chose. Plus une légende qu'autre chose. Ou un idéal à atteindre. Et du coup, ces coups comme ça, un peu inattendus, ça pourrait passer pour déloyal. D'accord. En parlant de déloyauté, ce type de protection, cette main gauche, est au cœur d'un duel très très connu, puisque c'est le duel de Jarnac-la Châtaigneraie. D'accord, avec le fameux coup de Jarnac. Le fameux coup de Jarnac. Jarnac qui était un escrimeur moyen, alors que la Châtaigneraie était un escrimeur tout à fait confirmé. Jarnac donc avait pris des cours avec un maître d'armes qui lui avait conseillé de demander pour le duel d'utiliser ce genre de protection, parce que c'est très encombrant et ça désavantagerait son ennemi qui était un bon escrimeur. Et ça a contribué donc à la victoire de Jarnac. Et par la suite, les partisans de la Châtaigneraie ont dit que c'était quand même un petit peu déloyal d'utiliser ce genre d'artifice. Alors qu'il avait tout à fait suivi les règles, c'était autorisé. Il avait suivi les règles, tout le monde a reconnu à l'époque qu'il avait suivi les règles, même si le coup de Jarnac est devenu un peu synonyme de déloyauté, à l'époque, pas de problème. Incroyable.
Eh ben, merci encore pour ces beaux objets et merci au Musée de l'Armée de nous avoir accueillis dans l'Arsenal. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis à bientôt pour une nouvelle sélection, probablement. Certainement.